Concernant le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI, je pense que c'est un procès qui a été beaucoup suivi par les Ivoiriens. Ça a suscité beaucoup d'intérêt parce que les victimes, principalement, avaient vraiment soif de savoir situer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé durant la période de conflit, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant la crise. Et aussi, il y a une soif des victimes, n'est-ce pas, d'avoir justice. Donc ce procès a été suivi, beaucoup suivi. Et l'issue du procès, notamment l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, a été perçu par les victimes, n'est-ce pas, comme une opportunité ratée de rendre justice. Pas parce que les victimes voulaient forcément que les personnes de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient condamnées, mais les victimes voulaient vraiment que de ce procès-là ressorte, n'est-ce pas, la responsabilité de ce qui leur est arrivé pendant le conflit, ce qu'elles ont subi comme violation des droits de l'homme. Parce qu'au niveau national, il y a eu un procès qui concernait les crimes graves, les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il s'agissait du procès de l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, devant la cour d'assises d'Abidjan. Ce procès-là, vraiment, ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, tant qu'au niveau de la forme que du fond, il y a eu beaucoup de vices. Il y a eu beaucoup de vices de procédure. Et la cour a été incapable, je pèse bien mes mots, a été incapable, n'est-ce pas, de démontrer ou de prouver que Simone Gbagbo était responsable de tout ce dont on l'accusait. Donc établir le lien entre elle et les différents crimes qui sont commis sur le terrain, c'est avéré être un exercice, j'allais dire, périlleux pour la justice. Ils n'ont pas réussi à le démontrer. Et également la qualité des preuves. Généralement, c'était basé sur le oui-dit. Les preuves matérielles ont fait défaut. Donc finalement, ce procès-là aussi s'est terminé par un acquittement. Donc maintenant, les regards étaient tournés vers la CPI. On voulait vraiment que de ce procès-là sorte quelque chose. Et malheureusement, là encore, je crois que c'est les mêmes problèmes, notamment au niveau de la responsabilité pénale des accusés. Établir le lien entre eux, la chaîne de commandement, n'est-ce pas, et tout ça. Donc là aussi, ça aboutit à ce résultat-là qu'on a connu, cet acquittement. Et au niveau des victimes, en tout cas, c'est une grosse déception. Et bien entendu, au niveau des camps, des partisans de Laurent Gbagbo, c'était la fête, je veux dire. Ils étaient très heureux de l'issue de ce procès. Le gouvernement, comment il a réagi, le gouvernement a juste pris acte. À la sortie d'un conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dit que le gouvernement prenait acte. Mais plus tard, dans la suite des événements, on a compris que le gouvernement n'était pas vraiment, j'allais dire, n'était pas content avec l'issue de ce procès, puisqu'il y a eu une audience où la chambre, la cour d'appel devait statuer sur la demande d'appel de la procureure, et le gouvernement ivoirien a envoyé des avocats, a commis des avocats, n'est-ce pas, pour démontrer la nécessité de garder Laurent Gbagbo encore en détention. Donc c'est là pour moi la vraie réponse du gouvernement qui n'est pas content avec l'acquittement. Mais récemment, avec les derniers développements de l'actualité sociopolitique, et notamment les élections de 2020, il y a eu vraiment une forte pression, une forte demande de réconciliation, de sorte qu'on dit qu'il faut que Laurent Gbagbo soit là pour qu'on parle de réconciliation. À partir de ce moment-là, le gouvernement ivoirien est en train de changer sa perception et en train de changer aussi, j'allais dire, sa manière d'aborder la question, puisque récemment, ils ont mis tout en œuvre pour faciliter l'obtention des passeports à Laurent Gbagbo, qui certainement va bientôt rentrer en Côte d'Ivoire pour participer au processus de réconciliation nationale. Bien, parfois, on essaie d'opposer la paix à la justice. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de les opposer. La paix et la justice ne sont pas opposables. Au contraire, la justice contribue à maintenir
une atmosphère de paix durable. La justice contribue à renforcer la paix et la cohésion sociale. Donc dire que on va privilégier la paix en mettant de côté la justice, pour moi c'est une solution, j'allais dire erronée. Ce n'est pas une solution durable. C'est une solution qui peut apaiser pour un certain temps, mais qui ne peut pas contribuer à instaurer une paix durable dans un pays. Vous comprenez? Quand on prend une loi d'amnistie, généralement chez les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, on dit que l'impunité d'aujourd'hui prépare la violation de demain. Vous comprenez? Quand on décide d'instaurer l'impunité aujourd'hui, on est en train de préparer la violation de demain. Manifestement, en Côte d'Ivoire, il y a eu, avant la loi d'amnistie de 2018, là, il y a eu 2 lois d'amnistie durant la dernière décennie, la décennie des crises. Il y en a eu en 2003, une première loi d'amnistie. Il y a une deuxième loi d'amnistie en 2007. Mais ces 2 lois d'amnistie-là n'ont pas empêché la commission de nouveaux crimes en 2010-2011. Ces 2 lois d'amnistie-là n'ont pas pu empêcher la répétition du conflit. Vous comprenez? Et même pour être dans l'actualité aujourd'hui, la loi d'amnistie de 2018, qui venait, n'est-ce pas, selon ses initiateurs, le président de la République et le gouvernement, qui venait répondre à un impératif de réconciliation, cette loi d'amnistie-là n'a pas empêché la commission de nouveaux crimes en 2020. L'élection de 2020 a abouti officiellement à plus de 86 morts. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'impunité n'est pas la solution. Il faut que la justice soit faite. Il faut que la vérité soit sue. Il faut que les victimes aient réparation et satisfaction. Il faut suffisamment punir les bourreaux pour donner une leçon à ceux qui voudraient suivre le chemin de ces bourreaux-là. Vous comprenez? Donc il est très important que la justice soit rendue. Vous comprenez? C'est très important parce que ça contribue à renforcer. Et moi je pense que les craintes que le gouvernement ivoirien à l'époque avait eues en initiant l'amnistie, c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Ils ont commencé avec une justice qui a commencé à condamner, à juger seulement les partisans du camp vaincu, les partisans du camp Gbagbo. Et à un certain moment, il fallait aussi regarder du camp de Ouattara. En temps, les gens sont en prison, les procès tâtonnent, ça n'avance pas. Il y a une demande, forte demande de réconciliation. Donc face à cela, ils étaient un peu pris entre le marteau et l'enclume. Et ils ont décidé comme ça d'accorder l'amnistie, qui non seulement bénéficie à ceux qui étaient en prison, puisqu'ils vont sortir des prisons, ceux qui sont condamnés, les condamnations vont tomber à l'eau, etc. Mais les plus gros bénéficiaires de l'amnistie, selon moi, ce sont ceux qui n'ont jamais été condamnés, ceux qui n'ont jamais été poursuivis. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux également et que les enquêtes contre eux étaient en train d'avancer. Mais l'amnistie vient mettre fin à tout ça et ça remet le compteur à zéro pour tout le monde. Donc ce n'est pas forcément la solution. Pour que cela puisse impacter, pour que la justice puisse impacter le processus de réconciliation, le processus de paix, il faut que les procès aillent jusqu'à leur bout, jusqu'à leur fin. Ensuite, les personnes qui sont reconnues coupables, qui sont condamnées, n'est-ce pas, par les tribunaux, on peut leur accorder, le président de la République peut user de ses prérogatives en accordant la grâce. Et là, ça intervient au moment où le processus est achevé. La procédure est achevée, les procès sont achevés. On a pu voir qui a fait quoi, on a pu situer les responsabilités, on a pu condamner les bourreaux. Et là maintenant, lorsque la paix survient, la grâce survient, les gens sortent de prison, ils se demandent pardon. On peut également y adjoindre d'autres mécanismes non judiciaires. Et là maintenant, on parle de justice transitionnelle. Une bonne commission de vérité qui va faire ressortir, n'est-ce pas, ce qui s'est passé pendant les périodes de conflit. Un bon processus de justice, une bonne procédure, une bonne politique de réparation pour contenter les victimes à travers les réparations matérielles comme les réparations symboliques, notamment le pardon. C'est très important de demander des excuses publiques. C'est important que les bourreaux demandent pardon aux victimes. Cela contribue à apaiser. Moi, je pense que c'est tout ça, quand on les met ensemble, ce processus de justice transitionnelle, qui va venir compléter le processus judiciaire, le processus pénal, qui va contribuer, n'est-ce pas, à renforcer
Et un autre quatrième pilier qui est important, c'est les réformes. Il faut entreprendre des réformes. Il faut réformer le secteur de la justice. Il faut réformer les lois qui sont source de conflits. Il faut réformer, n'est-ce pas, l'administration. Il faut réformer le secteur de sécurité. Il faut former le personnel, n'est-ce pas, de sécurité pour qu'il soit plus regardant sur le respect des droits de l'homme. Et cela va contribuer, n'est-ce pas, à garantir la non-répétition du conflit. Donc pour moi, cela est très important. La paix et la justice ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils se complètent. La principale critique auquel a fait face la justice ivoirienne, n'est-ce pas, dans sa réponse face aux crimes qui ont eu lieu pendant les périodes de violence, c'est qu'on a constaté que c'était une justice qui était orientée contre un seul camp. Le disant, on ne prend pas position pour contre le gouvernement, mais cette critique est basée sur des faits. Donc c'est une critique qui est vraiment avérée. Parce que, tenez-vous bien, tout ce qu'il y a eu comme poursuite ou comme procès concernant les violations graves des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant les années de conflit, notamment la crise post-électorale qui a fait à elle seule plus de 3000 morts, toutes ces personnes-là qui ont été poursuivies ou qui ont été jugées sont les partisans de l'ancien régime, sont les partisans de Laurent Gbagbo. Donc c'est une critique qui est fondée sur des faits, vous comprenez. Aussi bien au plan national, puisqu'il y a eu 2 procès. Le premier procès, c'était un procès pour atteinte à la sûreté de l'État, où la victime, c'était l'État lui-même. Donc pendant ce procès-là, il y avait Mme Simone Gbagbo et 79 autres accusés. Et ce procès-là, ces personnes-là, les 80 personnes étaient tous de l'ancien régime, étaient tous des partisans de l'ancien régime. Le deuxième procès qu'il y a eu, cette fois-ci là, pour crime de sang, c'est le procès de Simone Gbagbo, qui a aussi abouti à un acquittement. Vous constatez que les 2 procès qui ont eu lieu là ont eu pour cible, si on peut le dire ainsi, seulement les partisans du camp qui a été défait pendant la guerre, parce que la crise ivoirienne s'est soldée par une guerre. On peut dire ça comme ça. Donc, quand on regarde également du côté de la juridiction internationale, qui est la CPI, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 3 inculpations au niveau de la CPI. Simone Gbagbo, qui n'a jamais été, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas voulu la transférer à la haie. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, 3 personnes qui sont tous, bien entendu, du camp de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cependant, on a eu connaissance en 2015 d'une inculpation de certains anciens comme zone, chefs de guerre. Voilà, ils ont été inculpés par la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, qui est l'institution qui a été mise en place, l'institution judiciaire qui a été mise en place en Côte d'Ivoire pour poursuivre, enquêter, faire des investigations sur les crimes liés à la crise post-électorale. Mais ces personnes-là ont été inculpées, mais jamais été mis en détention. Ils sont en liberté. Comprenez? Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, cela n'a abouti à aucun procès. Jusqu'à ce qu'il y ait eu cette loi d'amnistie qui a été prise en 2018. Vous comprenez? Donc finalement, pour conclure, c'est une justice manifestement qui est sélective. Bien, au niveau du processus de réparation des victimes, la Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre de mécanismes, dont la plus importante a été la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Cette commission-là a pris la relève de la CDVR, qui était la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle devait poursuivre le travail, notamment en faisant sortir une liste des victimes et aussi une liste des préjudices que les victimes ont connus, et également fournir des réparations, faire une proposition de politique de réparation pour les victimes. Et la CONARIV a fini son travail en 2016, a remis son rapport au chef de l'État. La CONARIV a reçu 800 000 demandes
de réparation. Il y a 800 000 victimes qui ont fait demande pour être sur la liste des victimes. Mais finalement, la liste qui est sortie a retenu 316 954 victimes. Donc soit 36% des 800 000 qui ont été retenus. Donc les 64% là ont été abandonnés, ont été laissés pour compte. Vous comprenez? Voilà. Donc les 316 954 victimes retenues, leur liste a été remise, n'est-ce pas, au ministère de la Solidarité qui est en charge de la mise en œuvre du processus de réparation. En termes de réparation en Côte d'Ivoire, il y a 3 mesures. La première mesure, c'est une indemnisation à hauteur de 1 million de francs CFA qu'on paye aux ayants droit des personnes qui sont décédées. La deuxième mesure, c'est une prise en charge médicale totale jusqu'à guérison pour les victimes, blessés graves, pour ceux qui sont vraiment en besoin de soins médicaux. La troisième mesure, maintenant, c'est des bourses d'études, une prise en charge scolaire pour les orphelins de guerre. Il y a même une quatrième qui est un peu comme un bonus, qui est l'octroi de prêts, n'est-ce pas, pour que les victimes puissent entreprendre des activités génératrices de revenus. Donc voilà les 4 mesures de réparation qui sont en cours. Mais jusqu'à aujourd'hui, les victimes sont, j'allais dire, très remontées contre la manière dont le processus est mené. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent un manque de transparence. Parce que, tenez-vous bien, la liste des 316 954 victimes retenues n'a toujours pas été rendue publique. Pourtant, le processus de réparation est en train de suivre son cours. Les victimes se demandent sur quelle base les personnes qui reçoivent des réparations sont en train de recevoir ces réparations-là. Puisqu'il n'y a pas de liste qui est affichée. Elle aimerait que la liste soit affichée de façon transparente. Que la politique de réparation soit, n'est-ce pas, déclinée de façon transparente. Qu'on sache où on en est, où on va. D'ailleurs, c'est un processus que nous saluons. Pourquoi? Parce que ça a permis de soulager les victimes. Quoi qu'on dise, il y a de nombreuses victimes qui ont bénéficié de soins médicaux. Il y a de nombreuses victimes, n'est-ce pas, qui ne savaient même pas où mettre la tête, notamment des femmes qui sont devenues vulnérables, chefs de famille, après le décès de leur époux. Elles ont pu recevoir l'indemnisation à hauteur d'1 million. Cela les a aidées à se refaire, à pouvoir vraiment leur donner goût à la vie. Donc on salue le processus qui a été mis en œuvre, mais c'est un processus qu'on peut améliorer. Le processus est mené sans véritable ancrage juridique. Vous comprenez? Donc il y a un manque de cadre juridique en cadre de processus. À l'époque, les victimes, les organisations, les partenaires internationaux, les partenaires nationaux également, avaient pensé à une loi, n'est-ce pas, qui définit clairement le statut de la victime et les modalités de réparation. Et jusqu'à aujourd'hui, cette loi-là n'a jamais abouti, elle n'a pas été, puisqu'elle n'a pas été adoptée, ni en Conseil des ministres, ni au Parlement. On se demande bien à quel niveau se situe cette loi-là, qui pourra venir encore renforcer la crédibilité du processus de réparation.